Devons-nous manger les riches? Lorsque j'ai commencé à écrire ce texte, j'étais dans un café à Montpellier et il y avait cette phrase écrite en rouge sur une double porte battante blanche. Aujourd'hui, j'aimerais justement vous parler un peu du grand tabou, de la tétine, de la convention sociale par excellence. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Alors, vous le savez, au dolmen, je rechigne toujours un peu à aborder le comment de la création en public. Fondamentalement, je préfère écrire qu'expliquer comment j'écris. Je préfère, je pense, vivre des aventures et en tirer des enseignements que de faire des listes de conseils un peu froids. Je préfère essayer de vivre de mon art que de faire semblant, comme font beaucoup, d'apprendre aux autres comment vivre du leur, comme si j'avais une recette magique, alors que, spoiler et d'entrée de jeu, je n'ai pas de recette magique. Ce que j'ai au mieux, ce sont des leçons qui sont valables dans mon contexte et qui ne marcheront pas forcément dans le vôtre, et un peu d'énergie. C'est d'abord au fond ce que j'essaie de vous transmettre au dolmen, une énergie artistique, une énergie d'insatisfaction pour vous pousser à vous explorer et à enrichir votre vision du monde petit à petit et aussi difficile que ce soit pour moi comme pour vous. Mais il y a le dolmen qui est une entité et il y a le cercle qui en est une autre. Et le cercle, vous savez, c'est un peu l'arrière de mon atelier. C'est un endroit où je trouve plus normal de vous donner parfois quelques réflexions plus brutes, plus intimes, parfois même un peu plus terre à terre, parce que je pense que vous êtes un peu aussi là pour ça. Donc, pour parler de ce sujet, il me semble que c'est le bon endroit. Alors, pourquoi parler d'argent ? Eh bien, si je suis tout à fait sincère, d'abord parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, d'aborder ce sujet. Sans sollicitation, je pense que je n'aurais pas forcément spontanément mis le sujet sur la table. Ce qui en dit déjà beaucoup plus sur moi que sur vous. Mais ensuite aussi parce que tout ça me titille malgré tout depuis un petit moment. C'est bien mignon de pousser les gens à s'individuer, à monter des projets, à se lancer à corps perdu dans leur pratique artistique, mais qu'en est-il de l'argent ? Parce que bon, ça existe, c'est dur, et souvent c'est vrai, c'est un frein immense à vos projets artistiques et à toutes les belles choses que vous avez dans la tête et qui prennent du temps à mettre dans la matière. Quand j'avais croisé certains d'entre vous à Paris lors de la rencontre il y a de ça maintenant quelques mois, une question qui revenait beaucoup et que je ne comprenais pas forcément à l'époque, mais que maintenant je comprends beaucoup plus clairement, était « Mais comment tu gagnes ta vie ? Comment tu arrives à vivre de tes créations ? Comment ça marche ? C'est quoi ton rapport à l'argent ? Et plus intéressant encore à mon avis, comment tu gères la fracture entre art et finance ?» Et pour être d'entrée de jeu tout à fait honnête avec vous, au début du dolmen, je considérais la question financière comme inintéressante au possible. Je la boudais presque. Vivre de mes écrits était une charge, une contingence un peu chiante que je devais remplir pour pouvoir continuer le mois prochain de travailler sur mes projets, et c'était à peu près tout. Je faisais le nécessaire vital, du moins c'est ce que je pensais. Si un riche mécène avait pu à ce moment-là apparaître et remplir mon frigo tout en m'offrant le gîte et le couvert dans une jolie maison près de la mer pour une 20aine d'années, je vous jure que j'aurais volontiers donné mes livres, démonétisé mes vidéos YouTube et trouvé un moyen de former un petit cercle de conférences restreint en physique pour parler littérature et éveil toute la journée sans avoir à me préoccuper un instant de la question de, on va dire, la finance ou de la matérialité du projet. Sauf que ça s'est pas exactement passé comme ça. J'ai donc découvert une réalité que je ne connaissais pas jusqu'alors, qui m'a fait bien mal à l'ego. L'art, l'écriture, la création, peu importe, tout ça c'est absolument formidable. Mais comme tu n'es pas né avec des parents qui ont prévu de faire de toi un héritier vacataire qui passe sa vie en vacances, eh bien l'équation était assez simple. Soit tu trouves le moyen de gagner ta vie en faisant ce que t'aimes, soit tu vas devoir drastiquement diminuer ta pratique créative et la coupler avec un travail alimentaire et jongler entre les deux, ce qui, pour être tout à fait honnête, était parfaitement infaisable si je suis sincère avec moi 2 secondes. Irréalisable, utopiste et intenable. Je veux dire, je pense que certains ou certaines peuvent y arriver. Mais vu ma manière de travailler aujourd'hui, je sais que j'aurais laissé tomber, tôt ou tard, la pratique artistique. Même en étant à plein temps dédié à la création, le chemin est semé d'embûches, de phases de doute et d'épreuves. Alors, si je devais jongler sur une seule journée entre tâches répétitives et éveil artistique, rapidement, l'un va limiter l'autre et créer un effet de friction insurmontable. Donc, à ce stade, en ce qui me concerne, je me suis pris un mur en pleine face. Ok, c'est bien tes vidéos, c'est bien le dolmen et tout le reste, mais il va falloir faire un choix. Alors à ce moment-là, je me suis dit, et c'est un moment que tout esprit créatif est tenu d'affronter au moins une fois dans sa vie, comment je vais faire pour ne pas mourir de faim et continuer
à faire ce que j'aime et qui me stimule au quotidien. Et là, face à cette question, j'ai fait ce que je fais à chaque fois quand je me confronte à une problématique sur laquelle j'ai simplement pas de réponse. Je regarde ce que font les autres. J'ouvre des biographies, des échanges épistolaires, des siècles passés entre grands esprits et je me dis « Non mais tu dois pas être le premier dans l'histoire de l'humanité à être confronté à ce type de problème et à ce type de difficultés existentielles. D'autres sont passés par là avant toi, alors tu vas regarder comment ils s'en sont sortis et ça va le faire. » Et là, pour la première fois, je suis revenu la queue entre les jambes. Dans mes idoles d'antan, les gens que j'aimais lire à l'époque où cette question est arrivée dans ma vie, personne ne parlait d'argent. Du moins, comme j'avais besoin qu'on me parle d'argent. Les artistes, généralement, ne parlent jamais d'argent. C'en est presque une règle tacite de la pratique artistique. On ne parle pas de comment on mange. On parle peu et on crée beaucoup. Alors, je comprends aujourd'hui pourquoi les choses sont comme ça et fonctionnent comme ça. Mais en ce qui concerne le néophyte ou l'aspirant que j'étais alors, ça rend la chose très compliquée. Parce que personne n'était là pour m'expliquer comment faire. Alors, j'ai bien ouvert 1 ou 2 bouquins un peu chiants de marketing ou que sais-je pour apprendre à comment gagner de l'argent. Le problème, c'est que en ce qui me concerne, ça ne répondait pas du tout à mes problématiques. Et au contraire, je me suis vite rendu compte qu'on ne parlait pas ma langue, qu'on me parlait de faire des millions ou que sais-je. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était simplement de pouvoir continuer à faire ce que j'aime en pouvant, remplir mon frigidaire, assurer une vie plus ou moins paisible et surtout qu'on ne vienne pas me casser les pieds. Et ça ne correspondait pas du tout à ce que je trouvais dans ce type de livre. Alors, de quoi vivaient et vivent les artistes, les gens qui ont dédié leur vie à la création, les gens que j'aime lire, les musiciens que j'aime, les peintres, comment est-ce qu'ils font ? Parce que moi, j'aspirais aussi à vivre de mon art, à vivre de ce que j'aime, et j'en étais rendu là. Personne ne pouvait me montrer le chemin. À l'époque, je me rendais pas compte un instant de l'iceberg d'interrogations existentielles que je venais de soulever. Personne n'a vraiment répondu à mes questions. Alors, j'ai dû tracer ma propre voie, faire à ma manière. Et j'ai énormément appris le long du chemin. J'en ai appris sur moi, sur mon rapport à l'argent, et je me suis rendu compte d'à quel point ce sujet pouvait être une montagne indépassable pour beaucoup d'autres. Le tueur de rêves, l'avorteur d'élan pour un nombre de créatifs absolument démentiel. Et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui ce podcast, parce que j'aimerais vous partager quelques petits secrets de polichinelle en quelque sorte, quelques observations entre les rapports monétaires et la pratique artistique, des réflexions dont j'aurais bien eu besoin il y a 2 ans et qui m'auraient permis peut-être de mettre un petit coup de clarté sur des questions bien solitaires et sombres à l'époque. Alors ce podcast, il est là pour ça. J'ai donc divisé cet épisode en 4 points, 4 choses que j'aurais aimé probablement savoir plus tôt sur cette danse difficile entre passion et subsistance, entre production et œuvre, entre voracité idiote et estime de soi et de son travail, et entre moralité et finance, et finalement, bien sûr, entre art et argent. Bienvenue au Cercle du Dolmen. 1. Pourquoi les grands esprits ne parlent pas d'argent alors qu'ils devraient ? Bon, on va commencer par là. L'autre jour, je lisais en passant quelques pages de Jung et je me disais, mais c'est tout de même étrange que tous ces grands esprits, lui comme d'autres, je prends Jung en exemple parce que je l'avais dans les mains, ont l'air de penser et d'écrire comme s'ils étaient quelque part en dehors du spectre économique de leur époque. Je veux dire, si on fouille un peu l'œuvre de Jung, par exemple, puisque c'est lui sur lequel on est tombé aujourd'hui, y a bien quelques passages épistolaires où il parle de sa relation avec l'argent, et encore, c'est très sommaire, mais soyons sérieux, il faudrait vraiment aller chercher pour trouver des passages qui, je pense, en vérité n'existent pas, où Jung atteint la même profondeur d'analyse sur des questions existentielles que sur la question monétaire. La question monétaire, comment la traiter et sa place dans la vie de l'homme, est une question largement boudée par Jung, et pas juste par lui. Pourtant, dans nos quotidiens à nous, comme ceux de millions d'autres êtres humains qui nous ont précédés, la question énergétique et économique est absolument prépondérante, centrale, déterminante. On vit bien souvent la vie de son rapport à l'argent, qu'on le déteste ou qu'on le traque, qu'on le fantasme ou qu'on en ait peur, on ne peut nier que l'on se détermine aujourd'hui grandement en fonction de son rapport à l'argent et au système monétaire, que l'on joue sa compétition féroce ou que l'on cherche à s'en extraire, peu importe, dans les 2 cas, il a une place gigantesque dans nos vies. J'étais donc assez surpris de me rendre compte que les auteurs qui s'intéressent à la question de l'homme dans son environnement que j'ai pu lire ces dernières années semblent gentiment éviter la question, comme si elle gênait, ou alors font quelques généralités qui ne résolvent rien. Et
En vérité, c'est pour une bonne raison. Si l'on se concentre sur Jung, la raison nous saute assez vite au visage. Jung se marie à 28 ans avec Emma Rosenbach, qui n'est d'autre que l'héritière de la plus riche famille de Suisse alémanique à cette période, issue d'une riche famille d'industriels suisses, et dont la fortune conséquente financera le train de vie et les recherches de Jung une bonne partie de sa vie. Donc, si Jung n'a pas jugé utile de concentrer ses travaux sur la difficile relation avec l'argent qu'on a tous à gérer dans nos vies et sur le mur à l'individuation que cela peut représenter, c'est pour une bonne raison, parce qu'il n'a jamais eu à y faire face à ce mur. Et en fait, c'est le cas d'un bon nombre de penseurs, de peintres, d'écrivains. Pas tous, bien sûr, on ne va pas simplifier à l'extrême. On pourrait très facilement trouver des exemples de très grands artistes, penseurs ou philosophes qui ont vécu toute ou partie de leur vie dans une grande misère matérielle. Bien sûr, Nietzsche, pour n'en citer qu'un, ou même Freud, qui n'a pas eu le succès aristocratique de Jung et qui a dû monter dans l'échelle hiérarchique à la force de ses mains, de ses travaux et de sa tête. Et je dis ça, mais qu'on s'entende bien, j'adore Jung, je regarde juste la manière dont il a vécu sa vie, je dirais de manière un peu objective. Mais une chose absolument fondamentale ressort de tout ça. Peu d'intellectuels ou d'esprits éveillés se sont intéressés à la question monétaire en tant que problème ou question technique à résoudre, soit parce qu'ils n'avaient simplement pas besoin de s'en soucier, que ce soit par héritage ou par mécénat, ou parce qu'ils n'avaient pas les ressources vitales nécessaires pour à la fois produire leur art ou articuler leurs pensées et se soucier d'en vivre, disons, décemment. Mais maintenant que tout ça est posé, rentrons dans le vif du sujet. Être artiste, être créateur, vivre sa passion sincèrement, est-ce donc quelque part faire vœu de pauvreté ou compter sur d'autres pour sa subsistance matérielle ? Et plus encore, quel rapport devrait-on entretenir avec la question monétaire quand on est avant tout poussé par des instincts de création, d'évolution personnelle et commune et d'entraide de l'espèce humaine par le biais artistique ? Et ça m'amène à mon second point de ce podcast. 2. L'argent n'est pas vulgaire, c'est votre rapport à l'argent qui, peut-être, l'est. Je vais le dire simplement. La relation qu'on entretient avec l'argent est peut-être la relation cognitive et psychologique la plus biaisée qui existe. Et il y a peu de conventions sociales qui trimballent davantage de mythes et qui activent autant chez nous des zones de protection, de réaction ou d'enfermement dans des boucles comportementales complètement biaisées. On en avait un peu parlé lors de la conférence sur Wilson, il y a de ça une semaine et demie. En fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, notre travail en tant qu'artiste n'est pas tant de nous intéresser au comment on va gagner notre argent, mais on va tout de même en parler un petit peu, mais d'abord et avant tout de reprogrammer notre vision de ce qu'est l'argent. Et de là découle en vérité tout le reste. Du moment que vous n'aurez pas assaini et mis à plat votre relation avec l'argent, vous serez toujours victime d'un tas de méconceptions, de fausses pensées magiques et ou de logiques de ressentiment vis-à-vis de cet objet. L'argent, c'est une énergie, une convention sociale quantifiable, une ressource symbolique que l'on échange contre des biens ou ce que l'on a pour habitude d'appeler des services, mais qui, dans notre vocabulaire à nous, d'artistes ou de créatifs, on va plutôt appeler ça des coups de main ou des missions justement remplies, et en vérité c'est exactement la même chose. Voilà ce qu'est l'argent, dans une perspective artistico-créative. Une valeur symbolique obtenue pour mission remplie. Rien de plus et rien de moins. Une valeur d'échange convenue permettant d'éviter de troquer des idées contre des chèvres, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas forcément très pratique. Fondamentalement, en tant que concept, l'argent n'est pas pourri, ne corrompt pas plus qu'il n'élève ou qu'il ne permet une liberté quelconque d'ailleurs. Il stabilise un échange, c'est tout, c'est sa première fonction, et c'est ce qu'on lui demande de faire. Tout ce que vous mettez en plus de cette vision de bien d'échange vient de votre grille de lecture. Que vous me disiez que l'argent c'est la liberté ou le but de la vie, ou que l'argent c'est l'instrument d'avilissement des masses et le grand dérégleur des consciences, tout ça, c'est une grille en plus. C'est pas qu'elle soit juste ou injuste, mais je vous assure qu'elle en dit beaucoup plus sur vous et sur votre rapport à l'existence qu'elle n'en dit sur l'existence en tant que telle. Alors, je vais vous dire comment j'ai timidement appris à voir l'argent aujourd'hui, parce que bien sûr, je tâtonne encore, c'est des questions que j'ai pas entièrement résolues, vous vous en doutez, mais voilà, je vais vous partager un peu ma vision de cet objet un peu étrange. Pour moi, aujourd'hui, l'argent, c'est d'abord un foutu moyen de faire plus de ce que j'aime, pour écrire plus, pour pouvoir aider là où je peux aider, pour en somme qu'on me foute la paix et que je puisse vivre de ce qui me passionne et là où je pense que je suis le plus utile.
Plus encore, l'argent, c'est un rappel quotidien que je fais des choses qui aident, que j'ai une micro-influence à mon échelle et que l'on m'autorise, parce que j'ai mis en place les choses, à vivre de ça. J'essaie de construire un rapport non seulement sain, mais joueur avec l'argent. J'aime à dire que ça peut être un truc cool, comme des pièces d'or dans un jeu vidéo, qui permettent simplement de continuer l'aventure, de se procurer la panoplie nécessaire pour affronter le prochain donjon, et au fond, pas grand-chose de plus. Julie, que vous trouverez sur le Discord du Cercle, a fait un podcast l'autre jour et j'ai retenu cette phrase essentielle. Ce qu'on aime quand on joue aux jeux vidéo, pour ceux qui y jouent, c'est avant tout la posture du personnage. Le but, c'est de retrouver la même posture dans votre vie de tous les jours ici, dans la vraie vie, une posture expérientielle, pas moins ou plus sérieuse que celle d'un jeu vidéo, juste beaucoup plus amusante et permissive. Vous pouvez d'ailleurs aller écouter le podcast sur Spotify, le nom de l'épisode c'est Le gisant et la ligne rouge, et je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Donc, une bonne manière de voir l'argent, du moins c'est comme ça que je l'envisage aujourd'hui à 25 ans avec ma pratique créative et mes propres biais subjectifs, c'est simplement une partie du jeu. Mais pas tout le jeu, mais une partie du jeu quand même, qu'il convient de prendre en compte pour l'expérience de jeu maximale. L'argent a sa place, bien sûr, dans mon processus de création. J'en ai fait quelque chose, je crois, d'amusant et de joyeux. Reconsidérer son rapport à l'argent pour le gamifier, pardonnez l'anglicisme, a l'énorme avantage d'enlever une bonne partie du fantasme hypnotisant et parfois paralysant autour de l'argent, et de le remettre à sa bonne place, sans en faire le but final de la vie ou le paria dont on ne doit pas parler sous peine de ne pas être un véritable artiste. Et une fois qu'on est un peu redescendu de la montagne du fantasme monétaire autour de la question de l'argent, quand on admet que c'est une dimension parmi d'autres du jeu, mais qu'il convient de prendre en compte de la même façon, par exemple que l'inspiration, que la créativité ou que le savoir, on découvre de nouvelles contrées super chouettes du jeu financier. Si, je vous assure, et on va un peu en parler pour que vous voyez de quoi je veux parler. Je pense vraiment que l'opposition entre art et argent, entre inspiration et tarification de votre pratique artistique, vient du fait que, profondément, on a tendance, nous les créatifs, à voir l'argent comme une énergie contraire à nos élans. Et c'est vrai d'une certaine manière. La manière dont l'argent agit comme objet de désir mental aujourd'hui en fait, pour une énorme majorité des gens, une force, on pourrait dire, contre-artistique, qui les pousse à agir au bénéfice de l'efficacité matérielle débile, de la subsistance de premier plan, et pour le dire très simplement, les éloigne de leur passion pour les tirer vers le marché capitaliste débridé et blessant. Et ça, c'est assez évident, et je pense que je vous apprends pas grand-chose. Mais concrètement, je pense que notre rôle à nous, c'est de ne pas nous satisfaire de ce piège tendu par le système politico-économique, et je pense qu'il y a des interstices dans ce système et dans cette pyramide, et que c'est à nous de réussir à nous y infiltrer. 3. Être payé, d'une certaine manière, c'est jouer son rôle ou remplir sa mission. Bon, alors là, je vais en lâcher une sur laquelle je m'attends à ce que certains ou certaines ne soient pas trop d'accord. Mais j'entends et on pourra en discuter. Et je vous expliquerai ensuite ma vision du pourquoi du comment. Aujourd'hui, dans notre siècle et notre époque, je trouve ça personnellement totalement irresponsable d'être un ou une artiste et de ne pas se préoccuper une seule seconde de ce dont son audience, son lectorat ou son public a besoin. Être un peu tout seul dans sa grotte, uniquement dirigé par ses pulsions, sans se demander ce dont le monde a besoin aujourd'hui et maintenant, c'est oublier que quelque part et avant tout, l'art, c'est le soin, et que ça a toujours été le cas, et que ce sera probablement, oui, toujours le cas. Et aujourd'hui, si on est tout à fait honnête, vu nos niveaux de malheur commun, de dépression et de doute anxieux généralisé, de mon point de vue, le rôle du créatif ou de l'artiste, c'est d'abord de se saisir à bras-le-corps de sa mission, des névroses et des doutes de son siècle, et d'essayer d'y proposer des solutions, et d'entrer dans l'arène avec ses armes à lui pour transmettre ce qu'il a péniblement à transmettre. Quand je dis que le rôle de l'art, c'est le soin, c'est apprendre dans une acception très large. L'art, c'est cartographier des espaces sans carte, pour que d'autres puissent y avancer plus sereinement. C'est construire les colonnes de marbre et les allées des mondes imaginaires. C'est prendre par la main et guérir l'âme. C'est rendre le monde sensible inutilement plus beau. Et toutes ces choses, si on y réfléchit 2 minutes, sont du registre du soin en vérité. Vous savez, je vous apprends rien, mais les gens souffrent.
Et la souffrance, c'est l'appel de l'art. Et c'est tenter d'atténuer une douleur vive ou de guider des égarés. C'est ça votre mission. Que vous soyez musicien, réalisateur, écrivain ou créateur. Et répondre à l'agonie d'une époque, c'est faire le bien avec un B majuscule. C'est accepter, oui, parfois, et le plus souvent possible, quand ça fait du bien, d'être rétribué symboliquement, c'est-à-dire d'être payé pour ça. Parce que c'est simplement un juste retour des choses. Qu'est-ce qui va aider les autres ? Chacun, à notre manière, on doit se poser cette question et y répondre selon nos pratiques artistiques individuelles et y répondre le plus ambitieusement possible. Et le reste suivra. L'argent vous donne la possibilité de continuer à créer et donc à aider. Et c'est aussi simple que ça. Et quand on voit la chose comme ça, c'est assez sain et je dirais même c'est assez formidable. Parce que sans argent, vous ne pourrez pas aider longtemps de manière efficace. Vous diminuerez votre potentiel cathartique par des limitations matérielles et quotidiennes. Et ça, si vous me permettez, c'est un peu égoïste. C'est-à-dire que c'est ne pas s'autoriser à aller jusqu'au moment où votre capacité d'aide et de création sera maximale. Et oui, je le revendique, c'est un peu égoïste. Jung n'aurait jamais été Jung sans la fortune de sa femme. Beethoven n'aurait jamais été Beethoven sans l'accès à la société qui a été la sienne. On peut même se permettre de penser que Nietzsche aurait été encore plus loin dans son ivresse créative et mentale s'il avait pu éviter de quémander de l'argent à ses proches les 10, dernières années de sa vie, parce que Nietzsche a vécu dans une pauvreté extrême, et ça l'a probablement, d'une certaine manière, freiné dans son processus d'individuation. Je sais que ça peut vous déplaire ou vous déclencher pour certains ou certaines, mais l'argent est l'outil de votre individuation. Et en tant qu'artiste ou que créatif, votre individuation et ce qui va en sortir le long du chemin, c'est votre dû, votre mission. Et c'est pour ça que vous êtes là, pour nous parler des choses que vous voyez, que vous sentez, des problèmes de votre vie que vous arrivez à résoudre et des belles idées que vous arrivez à capter. Et tout ça, oui, ça demande quand même une certaine subsistance matérielle. L'argent n'est que la rétribution collective de votre geste individuel sincère. Sortez-nous de la merde, élevez notre regard, donnez-nous du beau, de l'espoir, de la clarté mentale, des clés de lecture de nos souffrances, faites-nous voyager dans des espaces limites, entraînez nos sens, et l'on vous rétribuera avec amour et gratitude pour ça. Imaginez, il faut bien vous représenter ce paradoxe terrible. Votre rapport biaisé à l'argent et votre refus de vous intéresser au comment ça marche fait qu'en fait, vous finissez par diminuer sciemment votre capacité à aider les gens autour de vous, car vous devez négocier avec des contingences matérielles extrêmement difficiles qui vous empêchent d'être complètement et aussi dévoué à la tâche que vous pourriez l'être vraiment. Vous finissez souvent par sacrifier votre puissance artistique sur l'autel d'un anticapitalisme dont vous êtes le premier empêché et le premier diminué. Et si j'étais un peu joueur, j'irais jusqu'à dire que vous entretenez les règles économiques du système que vous haïssez tant. Il ne veut pas de vous dans le système et vous ne voulez pas de lui. Eh bien, génial, statu quo, et personne ne lutte, et personne ne profite de l'un, et tout le monde est content, mais l'art est peut-être le grand lésé au final. L'artiste reste pauvre, ce qui limite sa capacité d'expansion et d'influence positive sur le monde, et sert son propre système de réalité limitée. Le système, je vous assure, dort sur ses deux oreilles. Et c'est très souvent ce que j'observe autour de moi. Les artistes qui ont le plus de pouvoir potentiel d'aide, de génie et de ressources dont l'époque aurait besoin sont ceux qui s'interdisent le plus par principe, conscient ou inconscient, de vivre de leur pratique artistique et de mettre les choses en place pour arriver à en vivre. En vérité, il y a deux obstacles fondamentaux sur le fait que l'artiste n'arrive pas à accéder à son plein pouvoir artistique ou qu'il ne mène pas jusqu'au bout son potentiel d'individuation. Le premier, c'est passer par-dessus la peur du jugement d'autrui. C'est des choses dont on a beaucoup parlé au cercle. Et le deuxième, c'est trouver une façon de vivre matériellement de son activité de créateur. Ou, dit plus viscéralement, c'est 1. Oser symboliquement monter nu sur une scène pour faire ce qu'on est censé y faire. Et deuxièmement, c'est réussir à sortir d'une vision limitante qui pousse l'artiste à pointer du doigt n'importe quel vendeur ou individu parvenant à profiter du système en le cataloguant comme capitaliste décérébré et manipulateur. Ces deux murs, j'ai dû aussi les casser, et je dirais que de par mes lectures, notamment en philosophie politique, le second était particulièrement dur à briser. J'ai eu longtemps l'impression que
vendre des choses ou vivre de mon activité de créateur, c'était quelque part un peu me renier ou ne pas faire les choses comme j'étais censé le faire. Mais maintenant, j'apprends à voir les choses complètement différemment. C'est précisément s'interdire de vivre de ses créations qui est une posture, on dirait, un peu sacrificielle, idiote et qui ne permet même pas de s'incarner au maximum de ce que la vie attend de nous. Et donc, je vais finir sur le comment de l'affaire. 4. L'argent au service du projet. Bon, soit, on a vu le pourquoi, mais qu'en est-il maintenant du comment ? Eh bien, si j'ai autant insisté sur la partie mentale dans les points précédents, c'est que fondamentalement, vivre de son activité artistique est moins difficile que de réussir à se persuader que l'on a le droit, et j'irai encore plus loin, le devoir de vivre de son art. Si ça, tout au fond de vous, c'est bien admis et bien stable, le reste, c'est juste construire un petit plateau de jeu, ça demande oui un peu d'entraînement, mais c'est loin d'être la montagne que vous représentez. Et on va en parler pour conclure. Vivre de ses créations, si vous avez suivi mon petit raisonnement, c'est un impératif moral. C'est se dédier entièrement à ce qui compte le plus dans nos petites vies. Transmettre nos idées, nos observations, nos découvertes au plus grand nombre pour aider le groupe à avancer dans des temps troublés. Et je sais qu'au fond de vous, la première lumière qui s'allume probablement quand on parle d'argent et d'art correspond à la peur que la poursuite du premier vous éloignerait du second. Mais je vais vous dire, ne pas pouvoir manger à sa faim, devoir sacrifier une partie de sa liberté personnelle, vivre dans une anxiété matérielle perpétuelle, toutes ces choses aussi vous éloignent de votre appel artistique, et elles sont beaucoup plus communes en réalité. Alors, est-ce à dire qu'il n'y aurait aucun danger de se faire corrompre par l'argent dans sa pratique artistique ? Mais bien sûr que si, mais ne vous trompez pas de mission. Aujourd'hui, ce qui limite vos ambitions artistiques, est-ce que c'est plutôt votre manque de moyens matériels ou votre excès de moyens matériels ? Alors ici, je vous dis pas, il faut bien qu'on se comprenne, de créer un empire financier coté à la bourse de Paris qui vous rapporterait des millions par an. Je vous dis pas non plus d'être le prochain artiste ou créateur richissime du siècle. Non, on va revenir sur Terre. Je vous dis simplement que si c'est votre chemin, donnez-vous la possibilité de vivre décemment de vos activités de création. Et ce chemin peut être beau, peut être amusant, peut être gratifiant et vertueux pour vous et pour les autres. Et surtout aujourd'hui. Car oui, là-dessus, j'ai une immense nouvelle pour vous. Vous êtes né dans le siècle qui donne le plus d'outils incroyables à l'artiste qui arrive à briser ces paradigmes limitants. Vous avez à disposition quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Internet. Comprenez, du point de vue qui nous intéresse, un réseau mondial de partage instantané mettant en relation des intérêts, des besoins et des idées qui, si bien utilisé, va permettre à l'artiste de vivre de son art sans avoir à s'inféoder à des puissances politiques ou à compter sur de riches mécènes. Pour le créatif, qui accepte de faire évoluer sa grille de lecture sur l'argent, Internet est la réponse à la nécessité matérielle de son processus d'individuation. Alors, comment on fait ? Eh bien, je dirais que votre petit manuel pratique doit être de concentrer vos efforts dans l'ordre sur 1. Suivre vos intérêts spontanés férocement. Allez plus loin que tout le monde sur un certain nombre de sujets, de compétences, enclenchez votre propre individuation. Il faut d'abord que vous alliez dans des contrées de l'esprit, par exemple en ce qui me concerne, où d'autres ne sont pas allés, pour pouvoir ensuite les cartographier. Donc, poussez vos intérêts originaux au maximum, d'abord. 2. Ensuite, apprenez à communiquer vos découvertes. Apprenez à parler à d'autres humains de ce qui vous passionne. Au début, pendant un certain temps, faites-le sans vous soucier un instant de la question monétaire. Entraînez-vous, travaillez votre truc, perfectionnez votre art, trouvez des gens avec qui vous arrivez à avoir des discussions passionnantes autour de sujets passionnants. 3. Ensuite, une fois votre matière maîtrisée, ne cherchez pas à entasser la plus grosse communauté possible. Plutôt, demandez-vous comment vos intérêts ou vos compétences créatives peuvent être bénéfiques au quotidien d'autres personnes. Et souvent, la réponse, elle est très simple, de la même manière qu'ils sont bénéfiques pour vous. Que ce soit en donnant des conseils à votre vous du passé, en aidant à apprendre, en encourageant, en tant qu'enseignant, en tant que guide, en tant que guérisseur, il y a une infinité de postures dans lesquelles vous pourrez vous reconnaître dans votre processus créatif et qui vous permettront d'en vivre dans le futur. 4.
Ce qu'il vous faut, c'est pas des millions de personnes, je vous le disais, qui vous suivent, mais simplement quelques centaines de gens qui suivent activement votre travail. Internet compte 54 millions d'utilisateurs en France et 4 milliards dans le monde. Ce qu'il vous faut pour que tout soit possible, pour que tous vos rêves puissent se matérialiser créativement parlant, c'est, allez, disons 1000 personnes maximum que vos créations et que vos projets intéressent énormément. À partir de là, faites ce que vous êtes là pour faire. Créez, proposez, aidez, dessinez des motifs sur les pointes des flèches. Individuez-vous et partagez vos découvertes et le processus d'apprentissage le long de votre chemin. Et je vous jure qu'en le faisant avec obstination, probité et entrain, c'est possible d'allier tâtonnement existentiel et de compléter ses besoins matériels. Et en vérité, c'est pas tant la montagne que vous imaginez, c'est pas si difficile. Il faut juste commencer, et c'est pour ça que j'ai insisté sur ça dans les 4 premiers points de cette vidéo, revoir votre rapport à l'argent. Vous savez, l'art absorbe tout. Combien sacrifient leur vie pour l'art et ont bien raison de le faire. On s'y dédie rapidement, entièrement. Alors, pouvoir payer ses factures et remplir son frigidaire devient vite une obligation si l'on est sérieux sur cette affaire créative. Et Internet vous donne la possibilité, avec beaucoup d'acharnement, de jeu et de passion, de vivre de vos intérêts exclusifs, qui seront aussi les intérêts exclusifs d'autres. Votre but, c'est juste de trouver ces personnes. Et pour les trouver, il faut que vous vous incarniez, que vous vous individuez de plus en plus fortement, que vous trouviez l'énergie de résonance singulière et que vous la fassiez résonner avec cet outil formidable qu'est Internet. N'oubliez jamais que l'argent est un moyen et qu'il doit rester un moyen, un outil pour. C'est comme ça, du moins que je l'envisage aujourd'hui. L'argent, c'est le ciment du rêve, la rétribution de la mission. Parmi d'autres types de rétribution, bien sûr, mais il en fait partie. L'argent, pour l'artiste, c'est la certitude de pouvoir continuer à n'être qu'un artiste, pour au moins peut-être la semaine prochaine, et c'est déjà super, et de donner le meilleur de son être dans cette tâche unique. Mais il vous faut de l'argent. Il faut que vous soyez capable d'assurer les fondamentaux de votre parcours créatif, que vous puissiez donner le meilleur de ce que vous avez à donner au monde. Et pour ça, il faut que vous soyez capable d'orchestrer dans le monde et d'échanger symboliquement de la valeur, c'est-à-dire de l'argent. Parce que l'argent va vous permettre d'arriver à des niveaux d'individuation artistique de plus en plus élevés. Et pour ça, jouez le jeu de votre siècle. Ne jouez pas le jeu d'il y a 20 ans ou pire, le jeu d'il y a 50 ans. Utilisez les interstices de la machine capitaliste d'Internet pour servir votre propre mission artistique. Nous avons tous un appel à l'individuation. Et étant donné le monde capitaliste dans lequel nous sommes obligés de vivre, on doit tous apprendre à danser avec l'argent, à ne pas le subir, mais au contraire à en faire quelque chose de léger. Et j'irais jusqu'à dire à en faire un allié sur votre mission. Si vous vous rendez compte que vous avez un appel personnel dans vos vies, et ça je pense que vous avez fini par le comprendre, la seconde étape, c'est de se rendre compte du comment en pratique faire pour répondre à cet appel. Et pour ça, oui, c'est évident, il va vous falloir des ressources matérielles. C'est pas laid et c'est pas vulgaire de s'y intéresser. Ça doit prendre juste la place que ça doit prendre. Ni trop peu, ni pas assez. Juste la place de faire fonctionner ma structure pour que je puisse continuer à opérer créativement à 100% de mes capacités, à être heureux. C'est ça l'idée de ce podcast, c'est ça l'enjeu et c'est ça que je vous souhaite en définitive. Si ce podcast suscite chez vous des réflexions ou des questions, on pourra se retrouver sur le serveur Discord du Cercle pour en discuter et en débattre. N'hésitez pas à me faire part de vos interrogations, des points sur lesquels vous voudrez qu'on insiste un petit peu, ou sur les choses sur lesquelles vous êtes évidemment pas d'accord. Si le sujet vous intéresse tout particulièrement et que vous voulez que l'on creuse davantage ensemble, faites-le moi savoir et on pourra tout à fait s'organiser une soirée discussion au Cercle entre nous pour parler argent, projet artistique et peut-être pour rentrer sur le technique si ça vous intéresse. N'hésitez pas, je suis là pour ça et pour répondre à vos questions. Voilà, j'espère que le son de ce podcast était à peu près agréable pour le petit, on va dire le petit débrief. J'ai enregistré ce podcast sur un terrain de tennis, assis en tailleur devant mon micro et une chaise bleue, avec mon PC sous la chaise parce qu'il pleuvait à moitié. Bref, les conditions étaient un peu aléatoires, je ne vous cache rien, mais j'espère que vous avez pu au moins avoir quelques réflexions intéressantes sur lesquelles plancher. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas encore une fois à me faire des petits retours sur Discord.
Merci d'être au Cercle, on se donne rendez-vous le mois prochain pour la suite des épisodes et des conférences du Cercle. Très bonne semaine à vous.